Junk 1. Je les ai ici même. Posez-les sur la table. Humphrey Bogart est décédé en 1957, mais son compte bancaire a continué de croître. Lorsque les avocats ont ouvert son testament, ils ont trouvé quelque chose que Hollywood n'avait jamais vu auparavant. Le dur à cuire de Casablanca avait secrètement amassé une fortune valant 50 millions de dollars monnaie d'aujourd'hui. Mais ce n'était que le début. Sa femme, Lauren Beale, a transformé cet héritage quelque chose d'encore plus grand. À sa mort, sa succession avait atteint plus de 26 millions de dollars. Leur fils, Stephen, contrôle désormais un empire commercial qui rapporte encore des centaines de milliers de dollars chaque année. Comment un acteur qui fumait comme un pompier est-il devenu plus riche mort que vivant? Humphrey Bogart est né le jour de Noël 1899, plein cœur de la haute société new-yorkaise. Son père, Belmont DeForest Bogart, était un chirurgien réputé dont la position ouvrait des portes dans tout l'Upper West Side de Manhattan. Sa mère, Maud Humphrey, était une illustratrice de magazines célèbres dont le travail apparaissait sur les couvertures de grandes publications. Elle était non seulement une artiste commerciale de premier plan à son époque, mais aussi une fervente partisane du droit de vote des femmes, ce qui comportait un grand risque social. Leur maison était remplie de signes de privilège, de l'impressionnante bibliothèque médicale de Belmont à l'art. À la mode de Ma, pour leur fils unique, c'était une enfance entourée de richesse et d'influence, bien que le glamour cachait souvent des vérités beaucoup plus compliquées. Derrière l'image soignée de la famille, le docteur Bogart portait un fardeau caché. Après qu'une ambulance tirée par des chevaux lui ait écrasé la jambe, peu de temps après avoir terminé ses études de médecine, on lui a prescrit de la morphine contre la douleur. Ce qui a commencé comme un traitement est lentement devenu une dépendance à l'opium qu'il n'a jamais surmontée. Extérieurement, il était toujours un médecin respecté, traitant l'élite de la ville. Mais privé, la dépendance a rongé sa santé, ses finances et sa vie de famille. À sa mort en 1934, il avait laissé 10 000 $ de dettes et 35 000 $ d'honoraires impayés. Humphrey a grandi dans un monde où les apparences comptaient plus que l'honnêteté, et cette ombre l'a suivi tout au long de sa jeunesse. Sa mère, Maud, était celle qui subvenait souvent aux besoins du ménage. À son apogée, elle gagnait jusqu'à 50 000 $ par an, ce qui équivaudrait aujourd'hui à plus de 1,5 million de dollars. Son travail comprenait la peinture de publicité pour tout, des aliments pour bébés au savon. Et elle a même utilisé Humphrey comme modèle quand il était encore enfant. Mais elle était également profondément engagée dans le mouvement pour le droit de vote des femmes, organisant des rassemblements et se tenant devant des foules exigeant le droit de vote. À la maison, cependant, l'affection était rare. Chunk 2. Humphrey et ses deux jeunes sœurs et sœurs, Frances et Catherine, ont été élevés dans une maison où leur mère insistait pour qu'elle l'appelle Ma, plutôt que maman. Humphrey dira plus tard qu'un baiser dans leur famille était une chose si rare que c'était devenu un événement. Le style de vie des Bogart reflétait leur statut. Leur appartement de l'Upper West Side était entouré de Central Park et de certaines des écoles les plus exclusives du pays. Les étés se passaient dans un domaine de 56 acres au bord du lac Canandaigua, où le croquet, le bateau et le tennis rythmaient les journées. Apparence, les enfants avaient tout, mais la distance émotionnelle à la maison laissait à Humphrey un sentiment de décalage par rapport à la chaleur et à la facilité dont beaucoup de ses futurs pères hollywoodiens se souvenaient de leur enfance. Son éducation a été choisie pour correspondre à la vie que ses parents imaginaient pour lui. À la Trinity School, fondée (1869), l'objectif était de former les garçons pour qu'ils deviennent les futurs dirigeants des universités de l'Ivy League et des clubs sociaux d'élite. Mais Bogart ne s'est jamais intégré. Il était renfermé, plus intéressé par la pêche et les échecs que par le travail scolaire, et n'aimait pas les attentes formelles placées sur lui. Ses camarades de classe se moquaient de ses vêtements rigides et de son nom extravagant.
alors qu'à la maison, sa mère le décourageait de montrer ses sentiments. Ses parents l'ont ensuite inscrit à la Phillips Academy d'Andover, dans le Massachusetts, qui avait la réputation de former les courtiers de pouvoir américains. Ils espéraient qu'il irait à Yale et deviendrait finalement médecin. Au lieu de cela, son côté rebelle a pris le dessus. Il a échoué à 4 cours sur 6 et des rumeurs ont circulé sur un comportement sauvage, y compris une affirmation selon laquelle il avait jeté un directeur ou un jardinier dans les temps de l'école. D'autres ont dit que c'était sa consommation de tabac et d'alcool qui l'avait ruiné. Quelle que soit la raison, au printemps 1918, il a été expulsé, laissant ses parents déçus et ses rêves de carrière médicale anéantis. À 18 ans, avec peu d'options restantes, Bogart s'est enrôlé dans la réserve navale américaine. L'armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale est survenu seulement 16 jours plus tard, mais il a été affecté à l'USS Léviathan, l'un des plus grands. Navire de transport de troupes au monde. La majeure partie de son service a consisté à ramener des milliers de sœurs, munis de soldats aux Europe. Une fois, après avoir manqué son navire, il a été puni de 3 jours d'isolement au pain sec et à l'eau sauce. Malgré ces moments, ses dossiers le décrivent comme étant au-dessus de la moyenne matière de compétence et supérieure matière d'obéissance, et il a été honorablement libéré tant que second maître le 18 juin 1919. Cette brève expérience militaire lui donnerait plus tard un sens du réalisme dans les rôles difficiles qui l'ont rendu célèbre. Sa cicatrice caractéristique et son léger défaut d'élocution sont devenus partie intégrante de son identité, bien que l'histoire qui les sous-tend n'ait jamais été claire. La publicité du studio affirmait autrefois qu'il avait été blessé lors d'une bataille navale, mais la vérité était qu'il s'était engagé après la fin des combats. Une autre version disait qu'un prisonnier qu'il gardait l'avait frappé à la bouche avec des menottes lors d'une tentative d'évasion. D'autres encore affirmaient que cela s'était produit dans son enfance, peut-être à cause d'une écharde de bois lorsqu'il avait 12 ans. Ces dossiers médicaux de la marine mentionnaient plusieurs blessures, mais ne faisaient aucune mention de la cicatrice. Le mystère n'a fait qu'ajouter à son image de dur à cuire blessé à l'écran. Chunk 3. Quand il est retourné à New York après avoir quitté la marine, il était sans direction. Sa mère s'est ouvertement plainte qu'il n'avait aucune ambition et aucune voie de carrière. Il a essayé de travailler pour la National Biscuit Company et plus tard dans une maison de courtage de Wall Street, mais il a rapidement perdu tout intérêt. Au lieu de cela, il passait la plupart de son temps à naviguer, à monter à cheval et à socialiser. Pour ses parents, cela ressemblait à un potentiel gaspillé. Mais c'est pendant cette période qu'un ami de la famille dans le monde du théâtre lui a offert un emploi d'assistant de bureau. Le chemin de Humphrey Bogart dans le monde du spectacle a commencé presque par hasard. Après son retour de la Première Guerre mondiale, 1919, il était un jeune homme sans direction claire et avec une fortune familiale déclin. Un ami de ses parents, William A. Brady, un producteur de théâtre bien connu et père de l'actrice Alice Brady, lui a offert un emploi de bureau au Brady's World Film Studio. Le travail était ennuyeux, principalement de la paperasse et des courses, mais c'est tranquillement devenu la première étape vers une carrière qui ferait un jour de lui l'une des plus grandes stars d'Hollywood. Rares sont ceux qui auraient pu deviner que l'homme qui faisait circuler des papiers pour un ami de la famille 1919 serait plus tard considéré comme une icône du cinéma américain. Le passage de Bogart au théâtre a été lent et rempli de revers. De cet emploi de bureau, il est devenu régisseur pour Brady's Productions, travaillant dans les coulisses plutôt que devant un public. Son premier rôle d'acteur est survenu 1921 lorsqu'il a prononcé une seule ligne tant que majordome japonais lors d'une représentation du Memorial Day. Cela a eu peu d'impact. Parfois, il a été confronté à des moments humiliants, des scénarios jetés à la poubelle, des licenciements imminents, et une fois sauvé seulement parce qu'une actrice a simulé une maladie pour éviter un spectacle désastreux. Il n'a jamais pris de cours d'art dramatique et ses nerfs ont parfois pris le dessus, le poussant même à fuir la scène plein spectacle. Au début des années 1920,
il a décroché de petits rôles à Broadway, se construisant lentement une réputation, bien qu'elle soit surtout connue dans les coulisses plutôt qu'auprès du public. Au milieu des années 1920, Bogart est devenu connu à Broadway, mais pas pour des rôles sérieux. Au lieu de cela, il jouait souvent de jeunes playboys riches dans des comédies légères. Vêtu de flanelle et ressemblant à un idole riche sur toute la ligne, il était souvent typé dans des rôles superficiels. Il a plus tard rappelé avoir été appelé White Pants Willie, l'homme vers lequel les producteurs se tournaient pour des scènes de société insignifiantes. La légende raconte qu'il a été le premier à utiliser la réplique « Tennis, ça vous dit ?» pour dégager la scène. Bien que la vérité soit encore débattue, Bogart lui-même a admis que les rôles étaient ennuyeux. Un peu plus que tenir une raquette et avoir l'air de faire partie du rôle. 1922, il a subi un coup dur lorsque le célèbre critique Alexander Woollcott a passé revue l'une de ses performances et l'a jugée inadéquate. Venant de l'une des voix les plus puissantes de Broadway, ce seul mot a failli mettre fin à sa carrière avant qu'elle n'ait véritablement commencé. À seulement 23 ans, il a été marqué d'une étiquette qui aurait pu le tenir éloigné de la scène pour de bon. Chunk 4. Le même homme qui a un jour porté cette critique douloureuse sera des décennies plus tard nommé la plus grande star masculine du cinéma américain par l'American Film Institute. Sa première tentative au cinéma a eu lieu en 1929 lorsque la Fox Film Corporation l'a engagé pour 750 $ par semaine, l'équivalent d'environ 12 000 $ aujourd'hui. Entre 1928 et 1934, il est apparu dans des films comme Up the River, 1930, A Devil with Women, 1930, A Holy Terror, 1931 et Body and Soul, 1931. Mais aucun ne l'a fait devenir une star. Dans Women of All Nations, 1931, ces 6 scènes ont même été coupées entièrement. Découragé et ignoré par le public, Bogart est retourné à New York, convaincu que Hollywood n'avait rien à lui offrir. Sa vie personnelle était tout aussi turbulente. Le 20 mai 1926, il a épousé l'actrice de Broadway Helen Mine dans son appartement de Manhattan, mais le mariage s'est rapidement effondré. Mine, déjà une femme à succès, a demandé le divorce le 18 novembre 1927, invoquant la négligence et même la violence. Elle a dit que Bogart se souciait plus de sa carrière que de leur mariage. Leur divorce s'est terminé moins de 2 ans, les laissant bon terme, mais profondément blessés. Le 3 avril 1928, Bogart a épousé la star de théâtre Mary Phillips. Elle avait une carrière florissante à Broadway alors qu'il courait encore après la gloire. Leur mariage a duré 10 ans, mais ils l'ont passé la plupart du temps séparés. Phillips a refusé de quitter New York pour Hollywood et Bogart est devenu plus occupé sur la côte ouest. Ils ont même convenu d'un arrangement ouvert, inhabituel pour l'époque, afin que chacun puisse poursuivre d'autres relations. 1938, ils ont divorcé discrètement. Son 3e mariage avec l'actrice Mayo Method, le 21 août 1938, a été beaucoup plus chaotique. La presse les a surnommés les Battling Bogarts et leur maison de Los Angeles est devenue connue sous le nom de Sluggy Hollow, d'après le surnom de Method. Leur mariage a été rempli de violentes bagarres. Les voisins ont rapporté avoir entendu des bris de verre et même des coups de feu la nuit. Method, souvent ivre et jalouse, a une fois poignardé Bogart à l'épaule lors d'une bagarre et l'a laissé inconscient et saignant. Au lieu d'aller seul à l'hôpital, le studio a payé un médecin privé pour le soigner discrètement afin que le scandale n'atteigne pas le public. Method l'a également menacé avec un pistolet et a une fois mis le feu à leur maison. Leur relation, alimentée par l'alcool et la rage, a failli lui coûter la vie avant de finalement se terminer par un divorce 1945. Sa carrière a finalement pris un tournant 1935 avec la pièce de Broadway The Petrified Forest. Dans le rôle de Duke Monty, un gangster inspiré de John Dillinger, Bogart a captivé le public avec une performance étrangement réaliste. La pièce a été jouée de janvier à juin.
Et lorsque Warner Brothers l'a adapté, un film 1936, il voulait Edward G. Robinson pour le rôle, mais la co-star Leslie Howard a insisté sur le fait qu'il n'apparaîtrait pas à moins que Bogart ne soit choisi. Chunk 5. Le studio a cédé et le film est devenu la percée de Bogart. Des années plus tard, Bogart a honoré Howard nommant sa fille Leslie Howard Bogart. Après The Petrified Forest, Warner Brothers a signé Bogart sous contrat. De 1936 à 1940, il est apparu dans 28 films, souvent dans le rôle de gangster ou de tueur. Il a été abattu à l'écran par James Kagi et Edward G. Robinson plus d'une fois, et même sa propre mère l'appelait Bogey the Biddy. La plupart des rôles étaient répétitifs, mais sa fiabilité lui a permis de continuer à travailler. Tout a changé avec High Sierra, sorti le 25 janvier 1941. Bogart jouait Roy Earl, un criminel avec un côté humain, et la performance a conquis les critiques et le public. Il a montré qu'il pouvait porter un film non seulement avec de la dureté, mais aussi avec de l'émotion. Le succès a directement mené à son rôle dans Casablanca. La même année, le Faucon maltais a cimenté sa place dans l'histoire du cinéma, tant que détective Sam Spade. Bogart a aidé à définir le héros du film noir. Dur, spirituel et lié par son propre sens de la justice. Réalisé par John Huston, le film est devenu une sensation, récoltant 3 nominations aux Oscars. À partir de ce moment, Humphrey Bogart n'était plus seulement un acteur qui travaillait. Il était une légende. Le rôle de Humphrey Bogart dans le rôle de Rick Blaine dans Casablanca 1942 a fait plus que conquérir le public. Il l'a transformé une légende et a créé un personnage qui deviendrait le modèle de l'anti-héros américain. Rick, l'Américain blasé qui tient le Rick's Café Americana dans le Maroc temps de guerre, n'était même pas destiné à Bogart. Au début, le studio avait envisagé Ronald Reagan et George Raft avant de lui donner le rôle. Certaines des répliques les plus célèbres du film, notamment « À votre santé, ma belle », n'étaient même pas scénarisées. Bogart les a inventées sur le moment. À l'époque, il avait 43 ans, près de 10 ans de plus qu'Ingrid Bergman, qui avait 27. C'était inhabituel à une époque où les couples principaux étaient généralement plus proches âge. Malgré tout, la connexion a fonctionné. Et, des décennies plus tard, Rick Blaine se classe toujours parmi les plus grands personnages de cinéma jamais créés. 2005, l'American Film Institute l'a nommé 4e plus grand héros de cinéma de tous les temps. La réalisation de Casablanca a été loin d'être facile. La production a commencé le 25 mai 1942, alors que le scénario n'était pas terminé. Ingrid Bergman s'est plainte de ne jamais savoir d'un jour à l'autre comment l'histoire allait se terminer ni avec qui son personnage serait dans la scène finale. Les scénaristes Julius et Philip Epstein, ainsi que Howard Coe, remettaient souvent aux acteurs de nouveaux dialogues quelques heures avant le tournage. Chunk 6. La dernière réplique du film, Louis, je crois que c'est le début d'une belle amitié, ne figurait même pas dans le tournage original. Elle a été écrite plus tard et enregistrée après la fin du tournage. Malgré la confusion, le film a été achevé août 1942. Ce qui devait être juste un autre mélodrame de guerre est devenu l'un des plus grands classiques d'Hollywood. Son succès a même surpris les producteurs qui n'avaient jamais prédit qu'il résisterait à l'épreuve du temps. Casablanca a été présentée première le 26 novembre 1942 et personne ne s'attendait à ce qu'il devienne une icône. Lors de la 16e cérémonie des Oscars, le 2 mars 1944, il a reçu 8 nominations, dont celle du meilleur film, du meilleur réalisateur pour Michael Curtiz et du meilleur acteur pour Bogart. Sa première nomination malgré plus de 30 films antérieurs. Le film a remporté le prix du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario. Au box-office, il a rapporté 3,7 millions de dollars aux États-Unis 1943, un chiffre énorme qui équivaudrait à environ 62 millions de dollars aujourd'hui. Ce succès est survenu pendant la guerre,
alors que le rationnement et la concurrence rendaient difficile la performance des films. Les événements du monde réel ont également aidé. Quelques semaines avant la conférence du Caire de 1943, où les dirigeants alliés se sont réunis pour planifier la stratégie, Casablanca est sorti et ses thèmes de résistance et de sacrifice l'ont rendu encore plus puissant pour le public. Le succès du film a changé la vie de Bogart. Avant Casablanca, Warner Brothers lui versait 2 500 $ par semaine, ce qui équivaut à environ 45 000 $ monnaie d'aujourd'hui. Après l'impact du film, il est devenu l'une des stars les mieux payées d'Amérique. 1946, ses revenus annuels avaient grimpé à 460 000 $, ce qui équivaudrait à environ 7,5 millions de dollars aujourd'hui. Il était maintenant la plus grande star de Warner Brothers et l'un des acteurs les plus riches d'Hollywood. Le New Deal lui a donné le pouvoir de contrôler ses projets et en 1948, il a créé sa propre société, Santana Pictures. Très peu d'acteurs à l'époque avaient une telle influence et l'ascension de Bogart a montré à l'industrie la valeur réelle d'un acteur principal avec une présence à l'écran durable. Plus de 50 ans plus tard, sa place dans l'histoire a été officialisée. 1999, l'American Film Institute l'a nommée la plus grande star masculine du cinéma américain classique, le classant au-dessus de Cary Grant, James Stewart et Marlon Brando. La décision a été prise par plus de 1800 critiques, universitaires et professionnels de l'industrie du cinéma. L'image de Bogart est devenue un symbole culturel. 1997, le service postal américain a même placé son visage sur un timbre postal. Ces personnages les plus célèbres ont continué à apparaître dans la culture populaire. De Play It Again, Sam de Woody Allen, 1972, aux dessins animés Looney Tunes. 2014, un sondage du British Film Institute a placé Rick Blaine parmi les 5 personnages de cinéma les plus emblématiques de tous les temps. La personnalité de Bogart, dure, romantique et principielle, définit toujours ce que signifie être une star de cinéma. Alors que Casablanca a changé sa carrière, un autre film a bientôt changé sa vie personnelle. Chaskas Assèche 7. Fin 1943, pendant le tournage du film Le port de l'angoisse, Bogart, alors âgé de 45 ans, rencontre Lauren Bacall, âgé de 19 ans, qui faisait ses débuts à l'écran. Leur chimie a été instantanée et électrique. À l'époque, Bogart était marié à l'actrice Mayo Mehta, mais l'attraction était impossible à ignorer. Les deux ont commencé une romance secrète sur le plateau, se glissant souvent des messages codés et s'éclipsant entre les scènes. Certains sur le plateau ont remarqué comment les mains de Bacall tremblaient chaque fois que Bogart était prêt. La connexion a éclaté 1944 et s'est rapidement transformée l'une des histoires d'amour les plus célèbres d'Hollywood. La romance est venue avec un scandale. L'écart d'âge entre eux était de 25 ans et les rumeurs se sont répandues rapidement. Mayo Method s'est moqué de Bacall, l'appelant « votre fille », essayant de souligner la différence d'âge. De nombreux fans ont considéré la relation comme choquante. McCall elle-même a déclaré plus tard que l'écart d'âge s'est avéré être l'une des meilleures choses qui lui soit arrivée dans sa vie. Les critiques et les chroniqueurs de potins ont rempli leurs pages d'histoire. Pourtant, le lien entre Bogart et Bacall n'a fait que se renforcer. Contre toute attente, leur mariage a duré plus de 12 ans, jusqu'à la mort de Bogart, prouvant que ceux qui avaient prédit un échec avaient tort. My Method n'a pas accepté l'affaire Silence. Connue pour son tempérament fougueux, elle a sombré plus profondément dans l'alcoolisme et la paranoïa à mesure que les rumeurs de la nouvelle amoureuse de son mari se répandaient. Elle a appelé sa chambre d'hôtel si souvent que cela a fait la une des journaux. Sa jalousie est souvent devenue violente. Elle a une fois poignardé Bogart à l'épaule lors d'une bagarre alors qu'elle était ivre, l'a menacé avec une arme à feu lors d'une fête hollywoodienne et a même mis le feu à leur maison plus d'une fois. Leurs bagarres explosives leur ont valu le surnom de « Battling Bogart ».
À un moment donné, elle a envoyé à Bogart un télégramme menaçant de se suicider pour essayer de le faire revenir. Mais 1944, Bogart avait atteint sa limite. Il a finalement déménagé octobre 1944 et a demandé le divorce février suivant. L'affaire a été traitée rapidement. Le 10 mai 1945, Method a demandé le divorce à Las Vegas et, moins d'une heure, il a été accordé. Seulement 11 jours plus tard, le 21 mai 1945, Bogart a épousé Bill à la Malibar Farm de Lewis Bramfield dans l'Ohio. La cérémonie était petite avec seulement quelques amis proches en présent, mais elle a fait les gros titres à travers l'Amérique. Bill n'avait que 20 ans. Bogart avait 45 et ensemble, ils ont promis de faire durer leur mariage. Ball a admis plus tard qu'elle avait accepté de faire passer sa carrière au second plan parce que Bogart pensait que c'était la seule façon pour leur relation de survivre. Chung, 8. Leur partenariat à l'écran était tout aussi puissant que leur amour hors de l'écran. Ils ont joué ensemble dans 4 films devenus des classiques. Le port de l'angoisse, 1944, a d'abord révélé leur chimie. Le Grand Sommeil, 1946, a donné vie au personnage dur de Raymond Chandler, avec des dialogues incisifs et une attraction intense. Passage dangereux, 1947, montrait le personnage de McCall, prenant soin de Bogart, à travers le danger et le suspense. Leur dernier film ensemble, Key Largo, 1948, avait un ton plus sombre, faisant écho aux épreuves auxquelles ils avaient été confrontés dans la vraie vie. Le public ne pouvait pas détourner le regard et les critiques considèrent toujours leur chimie à l'écran comme l'une des plus inoubliables de l'histoire du cinéma. Ces 4 films ont transformé leur romance légende et ont établi la norme pour les histoires d'amour hollywoodiennes. 1948, Humphrey Bogart a fait quelque chose que presque aucune star hollywoodienne n'osait faire. Il a quitté le puissant système des studios et a créé sa propre société de production cinématographique, Santana Productions. Il l'a nommée d'après son yacht de 55 pieds, le Santana, qu'il aimait tendrement. Pour Bogart, c'était plus qu'une simple affaire commerciale. Il voulait avoir le contrôle des films qu'il réalisait, tant sur le plan créatif que financier. Après des années de restrictions chez Warner Brothers, entre 1949 et 1953, sa société a sorti plusieurs films noirs saisissants, dont Le violent est plus fort que le diable. Certains d'entre eux deviendront plus tard des classiques, mais malgré toute sa célébrité. Les films ont eu du mal à rapporter de l'argent et, finalement, Bogart a été contraint de vendre la société. Malgré tout, sa décision audacieuse a incité des acteurs comme James Stewart et Henry Fonda à exiger plus de liberté dans leur propre carrière, laissant une marque permanente sur Hollywood. Un an plus tard, 1949, Bogart a fait un achat qui a stupéfié l'industrie. Il a acheté une grande maison brique blanche à Holly Hills pour 160 000 $, ce qui équivaudrait aujourd'hui à environ 2,59 millions de dollars. La maison est rapidement devenue célèbre tant que lieu de rassemblement du Rat Pack original, avec des stars comme Judy Garland, Frank Sinatra et David Nancy remplissant ses pièces de rire, de musique et de boissons à gogo. Bogart et sa femme Lauren Biel étaient connus pour leurs fêtes sauvages et inoubliables. La maison était plus qu'une maison, c'était le centre de leur monde social. C'est également là que Bogart a pris ses derniers souffles 1957, avant que Ball ne la vende au producteur Ray Stark. Même après des rénovations, la maison conserve toujours l'esprit de l'âge d'or d'Hollywood. L'amour de Bogart pour la mer était tout aussi fort que son amour pour le cinéma. 1945, il a acheté le Santana à son collègue acteur Dick Powell. Presque tous les week-ends, environ 30 fois par an, il naviguait le long de la côte californienne, faisant souvent le tour de l'île de Catalina. La voile lui apportait la paix, une chance d'échapper au rôle qu'il jouait à l'écran. Chunk, 9. Pendant la Seconde Guerre mondiale, bien qu'il soit trop âgé pour le combat, Bogart a rejoint la réserve temporaire de la garde côtière et a même offert le Santana pour patrouiller le littoral.
À sa mort 1957, une maquette du yacht se trouvait à ses funérailles, un symbole de la liberté qu'il a toujours recherché au-delà d'Hollywood. Mais Bogart n'était jamais du genre à rester silencieux sur des questions qui dépassaient l'écran. Octobre 1957, alors que la guerre froide alimentait la peur à travers l'Amérique, lui et Beale ont rejoint plus de 20 stars hollywoodiennes sur un vol pour Washington. Ils se sont appelés le Comité pour le premier amendement. Leur objectif était de protester contre le Comité des activités anti-américaines de la Chambre des représentants et sa traque des prétendus communistes à Hollywood. Bogart a déclaré aux journalistes « Cela n'a rien à voir avec le communisme. Cela ne me regarde pas de savoir qui est communiste et qui ne l'est pas. » Ces mots ont fait la une des journaux partout. La protestation l'a placé sous une énorme pression de la part des studios, des fonctionnaires du gouvernement et même de ses propres agents qui craignaient pour sa carrière. Bien qu'il ait ensuite adouci sa position sous la pression, cette position l'a défini à la fois comme un rebelle et un défenseur de la liberté d'expression. 1952, Bogart a finalement obtenu la reconnaissance qui lui échappait depuis longtemps. Lors de la 24e cérémonie des Oscars, il a reçu l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans l'Odyssée de l'African Queen. Il avait 52 ans et jouait depuis plus de 2 décennies. Ses concurrents étaient Marlon Brando dans Un tramway nommé Désir et Frederick March dans Mort d'un commis voyageur. Beaucoup pensaient que Brando gagnerait, mais Bogart a remporté le prix. Le film avait été tourné au Congo, dans des conditions brutales. Les acteurs et l'équipe ont été frappés par le paludisme et la dysenterie, tandis que Bogart a plaisanté, disant qu'il avait survécu grâce à des haricots cuits au four, des asperges conserves et du whisky écossais. Le rôle de Charlie Alnott, le rude capitaine de bateau fluvial, est devenu le couronnement de sa carrière. Et le prix a finalement scellé sa place parmi les légendes d'Hollywood. Quelques années plus tôt, 1948, Bogart avait joué dans Le Trésor de la Sierra Madre. Le film, avec un budget de 3 millions de dollars, était un pari risqué. Le directeur du studio, Jack Warner, s'est même demandé pourquoi le personnage de Bogart devait mourir avant la fin. Le réalisateur John Huston a insisté. Et le pari a porté ses fruits. Le film a rapporté 4,6 millions de dollars la première année et a remporté 3 Oscars, dont celui du meilleur réalisateur et du meilleur scénario. Scénario pour Huston et celui du meilleur acteur dans un second rôle pour le père de Huston, Walter Huston. C'était la première fois qu'un père et son fils remportaient tous les deux des Oscars pour le même film. La performance glaçante de Bogart dans le rôle d'un homme rendu fou par l'or reste l'une des plus grandes représentations cinématographiques de la cupidité et de la paranoïa. Des décennies plus tard, Breaking Bad est un même inspiré. 1964, Bogart était déjà malade d'un cancer de la gorge, mais il a donné l'une de ses performances les plus inoubliables dans Ouragan sur le Ken. Jouant le rôle du capitaine Quaig, un officier de marine rongé par la paranoïa et l'obsession. Bogart a apporté une vulnérabilité brute que peu avaient vue de lui auparavant. Son tic nerveux, consistant à tripoter des billes d'acier pendant les scènes de tribunal, est devenu un symbole culturel. Chunk, 10. Le rôle lui a valu sa dernière nomination aux Oscars. Le tournage a été difficile, sa voix était faible, ses mouvements raides et la maladie se propageait déjà. Pourtant, les critiques l'ont salué comme peut-être son rôle le plus complexe, un adieu obsédant à l'image de dur à cuire qu'il s'était construite. À partir de 1955, Bogart savait que son temps était compté. Il avait perdu du poids et toussait constamment. Pourtant, il a refusé d'arrêter de travailler. Après avoir vendu sa participation dans Santana Productions pour plus d'1 million de dollars, il a prévu de nouveaux films avec Bale. Même après une intervention chirurgicale majeure, mars 1956, qui a enlevé son œsophage, 2 ganglions lymphatiques et une côte, Bogart voulait retourner sur le plateau. Son poids est tombé de plus de 105 cm à seulement 80. Finalement, trop faible pour monter les escaliers, il a cédé.
Des amis ont décrit ses dernières apparitions publiques 1956 comme déchirantes. Lors d'un dîner pour le Rat Pack, Sinatra et Katharine Hepburn ont dû l'aider à se tenir debout le 14 janvier 1957. Humphrey Bogart est décédé à l'âge de 57 ans dans sa maison de Holmby Hills. Des décennies de tabagisme invétéré et de forte consommation d'alcool l'avaient pas rattrapé. Malgré 2 opérations, le cancer s'était propagé au-delà de toute aide. Des amis comme Sinatra et Hepburn étaient présents à ses derniers jours. Sa mort a mis fin à une carrière de plus de 75 films et 4 nominations aux Oscars, fermant le rideau sur l'âge d'or du film noir. À sa mort, Bogart a laissé une succession évaluée à 5 millions de dollars, soit environ 50 millions de dollars aujourd'hui. L'argent provenait non seulement de son jeu d'acteur, mais aussi de contrats intelligents qui assuraient des redevances sur ses films et l'utilisation de son image. Cette richesse est devenue la base de l'avenir de sa famille. Au fil du temps, la succession a augmenté grâce, partie, à des accords de marchandisage et de licence. Certains contrats, à eux seuls, ont rapporté plus de 5 millions de dollars pour une seule gamme de produits. Lauren Baill a géré la succession après sa mort avec une compétence remarquable. Elle a tiré parti de ce que Bogart avait laissé, protégeant son image, tout poursuivant sa propre carrière d'actrice. À sa mort 2014, sa succession valait 26,6 millions de dollars, dont près de 10 millions provenant de son appartement de Manhattan. Elle a laissé des instructions précises pour ses enfants, ses animaux de compagnie et son personnel de longue date, veillant à ce que rien ne soit négligé. Stephen Bogart, leur fils, a plus tard transformé le nom de Bogart, une entreprise moderne florissante. Il supervise la licence de l'image de son père, approuvant environ 75% des demandes et continue de générer des centaines de milliers de dollars chaque année grâce au marchandisage, à la publicité et à des partenariats spéciaux. Il a dit un jour avec fierté, « Bon sang, il est sur un timbre. Ce n'est pas mal. » Près de 70 ans après sa mort, le nom d'Humphrey Bogart a toujours du poids. Chunk 11, son visage apparaît surtout des t-shirts aux étiquettes de whisky et sa succession continue de rapporter des centaines de milliers de dollars par an. L'homme qui a défié les studios hollywoodiens et a construit son propre chemin a laissé non seulement un héritage cinématographique, mais aussi une fortune durable pour sa famille. Prouvant que, même longtemps après sa mort, Bogey reste l'un des